dans un magasin, dans un grand magasin, une petite fille qui pleure. Apparemment, elle a perdu sa maman. Alors moi, je m'approche parce que je me dis, bon, je vais aller l'aider. Et à ce moment-là, il y a une dame qui sort qui me dit, non, non, je le fais exprès, c'est pour lui faire peur. C'est un petit enfant de 2 ans et demi, 3 ans, qui ne veut pas finir son entrée. Et les parents lui disant, soit tu finis, soit tu vas au lit, et qu'ils vont le coucher, il est 7h30, mais qu'ils vont le mettre au lit parce qu'il ne veut pas finir son assiette. Dans une situation de jeu, avec toujours des petits-enfants de 4 ans et 6 ans, en fait, c'est un jeu où le petit garçon de 6 ans est en train de gagner, mais que c'est très important, mais que le petit garçon de 4 ans ne va pas bien du tout, et que j'ai fait en sorte de faire gagner le petit garçon de 4 ans. Ces témoignages nous parlent de ce que nous avons choisi d'appeler les violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire tous ces moments réflexes, ces phrases que nous avons déjà entendues et dont nous avons choisi de les observer autrement pour voir en quoi elles pouvaient être du poison dans la vie en général, mais surtout du poison dans les relations d'éducation, où la relation est asymétrique, où nous avons une autorité. Pour éviter que ce soit une réflexion uniquement psychologique, nous avons choisi de développer ces expériences dans un cadre pédagogique, c'est-à-dire comment accompagner des enfants, comment leur apprendre le respect et la responsabilité. Et donc nous avons choisi de partir de situations bien concrètes vécues par des parents, donc de leurs questions, de leurs difficultés, des exemples qu'ils vont nous donner. Et c'est à partir de ces situations que nous avons choisi de poser les questions. Moi, je voudrais parler de ma relation avec ma fille aînée qui a bientôt 3 ans. Et le contrôle m'évoque beaucoup de choses. Je me sens testée à tout niveau, mais notamment sur Isor, j'ai un rendez-vous, il faut qu'on y aille, parce que je dois l'emmener avec moi. Et ah bah non, je veux pas mettre mon manteau, ah bah non, je peux pas faire ci, ah j'ai encore envie de prendre un doudou, ah je veux faire ci, ça. Et c'est ça, c'est dans la rue après, ah non, je veux pas marcher, ou je veux pas être sur la planche parce que je la pousse avec une planche sur la poussette là. C'est des tas de bonnes raisons pour me mettre en rage très vite quand j'ai un impératif que je me donne, d'être à l'heure ou d'aller à tel endroit. Et j'en peux plus, je sais plus quoi faire, j'ai oublié, je pense qu'il fallait ce que je pouvais faire à ces moments-là. J'y arrive plus. Marie, et moi je t'interroge sur comment tu lui vends l'idée de venir finalement avec toi alors? Que tu lui vends. C'est quoi l'intérêt pour elle? Oui. Oui, la séduction plutôt. Comment je lui vends Je sais pas, c'est notamment pour aller à l'école le matin. Je lui dis, Isor, c'est important pour moi que tu apprennes à respecter les règles et tu dois être à l'heure à l'école ce matin. Ce sentiment d'impuissance, il est non seulement fréquent, mais très difficile, très douloureux. Et parce que, au fond, dans un premier temps, il nous met en contact avec la colère bien légitime chaque fois que nos besoins ne sont pas respectés. Alors là, il s'agit bien d'un conflit de besoin de partir, etc. Or, c'est à partir de cette colère bien légitime que nous pouvons facilement déraper vers de la violence, vers de l'exigence, vers bousculer, impressionner, faire peur et quelquefois menacer ou faire du chantage pour obtenir ce que nous voulons. Et bien sûr que c'est autre chose dont les enfants ont besoin. Ils ont besoin d'être accompagnés dans l'apprentissage du principe de réalité. Il y a des choses à faire, il y a des codes à respecter, il y a des horaires à respecter. Et petit à petit, c'est ce que nous avons besoin de poser et d'accepter la frustration des enfants, mais la nôtre aussi. Donc c'est un aménagement souvent difficile et long. Mais principe de réalité, ce qui veut dire aussi pour nous, grandes personnes, le deuil d'images idéalisées, d'enfants qui seraient obéissants, qui seraient dans le même rythme, qui auraient tout fait bien, etc. Et donc ça, c'est le deuil aussi qui prend quelques années. Le principal outil pour faire accepter ce principe de réalité, c'est l'autorité. L'autorité, ça veut dire qu'il y a des choses négociables et d'autres choses pas négociables. Le départ le matin, parce que j'ai un rendez-vous pour un autre impératif, ce n'est pas négociable. C'est-à-dire que
Isor, je vais dire à Isor, voilà, ce matin, je dois absolument partir à telle heure. Et je vois bien, tu es en colère, tu aurais voulu continuer ton jeu, tu aurais voulu faire d'autres choses, tu aurais voulu d'autres plaisirs à la maison, mais c'est non. Et j'entends bien, tu peux dire ta colère, tu peux dire que tu n'es pas content, tu peux dire tout ce qui se passe pour toi, mais ça ne changera pas parce que là, il s'agit pour moi de respecter ce que j'ai mis en place. Mais je peux entendre ta colère. Augustin a été puni au début de l'année toutes les semaines, donc il avait des lignes et des lignes. Des lignes. Ouais. Et donc, alors qu'il faisait pas, alors le jeudi soir c'était panique à bord parce que c'était pour le vendredi, alors il les faisait vite le vendredi matin. Et on lui a donné, je crois, des billes où il a trouvé lui aussi des ruses pour dire pour dire au maître qu'il avait oublié qu'il l'avait faite mais qu'il l'avait oublié alors que et qu'il lui apporterait la semaine prochaine. Donc, du coup il avait une semaine pour la faire. Une autre fois pareil, il y a eu des trucs comme ça. Nous de lui dire qu'effectivement on trouvait ça de faire des lignes c'était et donc et de jouer aussi le jeu, de lui dire quel est ton intérêt à être puni? Est-ce que tu peux aussi, comme une maîtresse lui avait dit il y a 2 ans, de toute façon, voilà, l'école, il y a des trucs, voilà, mais tu joues le jeu, tu as ça à faire, et puis, tu fais le minimum, et comme ça, tu peux t'amuser à côté, comme ça, tu peux faire des trucs sympas, j'avais bien aimé, comment elle avait dit, j'avais bien aimé quand... d'école, sois bien sage comme ça. Non, c'était pas sois bien sage. En étant conscient que il y avait des trucs qui étaient pas rigolos et que mais pour moi, là, ce que vous sortez du chapeau, c'est quand même une violence ordinaire. Qu'est-ce qui justifie que nous, parents, nous puissions tolérer que nos enfants fassent des lignes? Alors, est-ce qu'en tant que parent, j'aurais pu faire un mot sur Non, c'est là-dessus que j'insiste avec toi, Marie-Isabelle. Ce n'est pas à nous de faire ça. Ah oui, donc à Augustin de proposer à son maître autre chose. À Augustin de s'entraîner avec vous dans des jeux de rôle pour trouver des options, mais aussi l'énergie, la puissance, avec vous, la puissance qui lui permette de se sentir habiter sa maison quand il va voir son maître en disant « Mais moi, jamais je ferai de ligne. Voilà, je veux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» De lui permettre d'avoir ce dialogue. Je parlais là. Moi, je vois bien que ça me fait peur pour mon enfant de lui dire dans ce cas, va dire à la maîtresse que t'es pas d'accord ou pose-lui autre chose. En fait, je me rends compte que j'ai peur de l'exposer à quelque chose. Moi, je me suis trouvée tellement face à des adultes qui pouvaient vraiment être abusifs, tu vois, dans leur rôle de maîtresse, maître, prof, etc. Ici, la question, c'est comment vais-je accompagner mon enfant pour lui-même discerner, lui-même faire le tri entre ce qu'il peut, ce qui est respectueux de lui, même si c'est pas confortable et même si c'est la source de beaucoup de frustration, d'avec ce qui ne sera pas négociable. Et donc, bien sûr, c'est lui qui va savoir mieux que personne ce qu'il se donne la permission de contester, mais moi, en tant que coach de cette démarche, je vais bien sûr l'inviter à faire preuve de plus de discernement. Dans certains cas, ça va être créatif, éviter les conflits, etc., ruser peut-être avec le règlement. Dans d'autres cas, ça sera certainement identifier que c'est quelque chose qui ne le respecte pas lui et qu'il peut contester pour se préparer aussi, une fois adulte, à contester plus de violences qui seront posées dans l'institution. Je suis convaincue au fond de moi que si mon enfant le fait dans cette dynamique-là, dans cette confiance en lui et cette confiance aussi qu'il fait dans son maître, moi je suis certaine que c'est quelque chose qui peut enclencher une vraie relation entre ce maître et cet élève. Quand je vais inviter mon enfant à identifier les violences éducatives ordinaires, je ne vais pas assortir cette identification de l'obligation de les contester. C'est lui qui saura à quel moment il est prêt à supporter effectivement peut-être le conflit que ça va provoquer. Mais au moins qu'à l'intérieur de lui, même s'il supporte certaines de ces violences, il sache que ce sont des violences. Toutes ces réflexions autour des violences éducatives ordinaires, les jeux de rôle, les témoignages, les exemples, tout ça, ça nous a permis de rappeler les besoins prioritaires du bébé et de l'enfant. À savoir, besoin de se sentir protégé
et donc en sécurité, et besoin aussi de se sentir important parce que prioritaire et parce que respecté. Mais qu'en est-il maintenant de nos besoins d'éducateurs et de parents pour cet accompagnement d'enfants dans une dynamique de respect? Alors j'en distingue 3 en priorité. C'est d'abord l'importance de faire le deuil de ce que nous avons nous-mêmes quelquefois vécu, de ce dont nous avons été témoins, de ce que nous avons lu et quelquefois de ce que nous avons appris, de ce que nous continuons à croire aussi de temps en temps. Donc surtout des images idéalisées, des représentations aussi très bonnes, très belles comme ça, mais qui ne servent pas à grand-chose dans le feu de l'action et surtout quand il y a l'incendie de la contestation, du jeu de pouvoir, de la menace, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois aussi beaucoup à l'importance pour nous d'avoir à l'intérieur très chaud des convictions, mais que ces convictions ne deviennent jamais des principes ou des certitudes qui seraient froides et rigides et qui seraient de nouveau un obstacle dans la relation d'éducation et d'accompagnement. Et puis le troisième point, auquel j'ai aussi envie de donner priorité, c'est celui d'accepter d'être des parents imparfaits, c'est-à-dire de vrais parents, parce que cette imperfection, c'est le prix à payer pour être vivant. Faire des erreurs, recommencer, se tromper, recommencer, poser des questions, interroger et surtout à garder bien en tête que cet accompagnement, cet apprentissage et surtout cet entraînement, ça prend beaucoup de temps, encore beaucoup de temps et encore beaucoup de temps. Voilà.